Haïti est à feu et à sang. On t'en avait parlé il y a quelques mois, mais face à l'évolution de la situation, on n'a pas d'autre choix que de refaire la vidéo pour commenter la crise actuelle. Terreur des gangs, faim, état d'urgence, le quotidien en Haïti proche d'une scène de Mad Max selon l'UNICEF. Prisonniers d'une flambée de violence de gangs sanglants, les Haïtiens sont menacés par la faim et la malnutrition, a déploré dimanche Catherine Russell, directrice de l'UNICEF. Déjà, la situation est si grave que le Premier ministre et président par intérim Ariel Henry a été forcé de démissionner. À la base, il était parti à Nairobi au Kenya pour signer un accord qui permettrait l'envoi d'un contingent kényan à Haïti pour lutter contre les gangs. Mais quand il a voulu rentrer à Port-au-Prince, la capitale haïtienne, l'accès lui a été interdit par les gangs qui étaient parvenus à prendre le contrôle de l'aéroport. Incapable de désamorcer la crise, le Premier ministre a fini par démissionner. Haïti dans l'attente de nouveaux dirigeants, situation explosive à Port-au-Prince. Après la démission du président, les formations haïtiennes sont chargées de mettre sur pied un conseil présidentiel de transition. Dans l'attente, la population haïtienne souffre des violences et d'insécurité alimentaire. En plus, tant que les autorités haïtiennes n'auront pas réussi à stabiliser le pays et à élire un gouvernement, le Kenya a décidé de suspendre son aide. Le Kenya décide de suspendre l'envoi de policiers en Haïti. Par cette décision, Nairobi souligne la nécessité d'avoir affaire à une autorité légitime sur place, seul moyen d'endiguer le chaos dans lequel beaucoup de missions internationales se sont embourbées. Sauf que plus le temps passe, plus le chaos s'installe. Haïti, des milliers de prisonniers s'évadent après l'assaut d'une prison. Haïti, l'odeur de la mort à Port-au-Prince et le viol utilisé par les gangs comme arme de guerre. Bref, c'est la cata. Donc, aujourd'hui sur Diplo, on va revenir sur l'histoire récente d'Haïti pour comprendre comment la violence a atteint un tel degré et quel avenir attend ce petit état caribéen. Mais avant ça, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Allez, accroche-toi, c'est parti. Nation Vaudou, le berceau des zombies, la terre maudite du baron Samedi, le Loa de la mort ou tout simplement Saint-Domingue comme l'appelait la France du temps des colonies. Fin 18e siècle, Haïti était la colonie la plus prospère des Caraïbes. Elle était la première productrice de sucre de canne et de café au monde. Seul problème, ces deux économies de plantation reposaient sur l'esclavage. Le pays aurait pu devenir l'un des plus riches d'Amérique latine, mais malheureusement la colonisation et le pillage de ses terres et de son peuple en a fait l'un des plus misérables du monde. Haïti est aujourd'hui l'incarnation du concept d'État failli. Une instabilité politique qui remonte à son indépendance en 1804. Et paradoxalement, la période la plus stable que le pays a vécue, ça a aussi été la plus cruelle. On fait évidemment référence à la dictature des Duvalier. Cette dynastie, François puis son fils Jean-Claude, ont passé plus de 30 ans au pouvoir et ont terrorisé les Haïtiens. Donc cette instabilité politique et sociale, Haïti l'a hérité du concept complètement dépassé du racialisme. Mais aujourd'hui, ce phénomène a totalement changé de nature. À présent, l'île est aux prises d'une violence extrême et frôle la famine. Pour parvenir à endiguer les gangs qui sont devenus tout puissants dans le pays, Ariel Henry, le premier ministre démissionnaire, qui avait assumé la présidence par intérim, voulait solliciter l'aide de la communauté internationale. Alors pourquoi Haïti est à ce point dévasté aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les gangs sont devenus si puissants et comment les autorités haïtiennes vont-elles réagir? On va tout expliquer depuis le début. La terre des damnés. Haïti est l'un des pays les plus pauvres du monde. Alors comment est-ce que tout ça a démarré? En fait, l'île est parvenue à chasser la France au terme d'une guerre sanglante qui a duré 2 ans et qui a abouti en 1804 à la première République noire libre. Ce fut un conflit extrêmement complexe qui superposait la domination des colons blancs sur les esclaves noirs, les inégalités entre les blancs et les noirs libres, celles entre les créoles, les blancs nés sur place et les blancs de métropole, etc. etc. Après son expulsion et la proclamation de l'indépendance d'Haïti, la France riposte en imposant un blocus maritime sur son ancienne colonie.
il faudra attendre près de 20 ans pour que le roi de France, Charles X, accepte l'indépendance haïtienne contre une indemnité financière. Une indemnité pour la puissance colonisatrice qui avait pillé Haïti et esclavagisé son peuple. La France exige alors une compensation de 150 millions de francs or, soit 640 millions d'euros d'aujourd'hui. Mais en termes de manque à gagner, le New York Times a estimé qu'on était plus proche des 108 milliards de dollars de spoliation. Le véritable scandale d'État qui déshonore la France, c'est que même si Haïti a remboursé cette dette en 1883, elle a continué de payer des intérêts à la Banque de France jusqu'en 1947. Beaucoup d'experts sont d'accord aujourd'hui pour dire que c'est l'une des principales raisons derrière la misère haïtienne. Ok, ça c'était le volet français, mais les USA ont aussi joué un rôle dans l'appauvrissement d'Haïti. En fait, pour comprendre le rôle qu'ont joué les États-Unis, faut un peu remonter dans le temps. Déjà, les USA ont largement soutenu les colons français, car ils craignaient que la révolte des esclaves haïtiens ne s'enracine dans les États du Sud. Plus tard, entre 1915 et 1934, les États-Unis ont à leur tour occupé militairement Haïti, période durant laquelle ils ont allègrement pillé les ressources du pays. Et alors que l'occupation militaire états-unienne a pris fin en 1934, les USA ont intensifié le pillage du pays. En fait, le président Bill Clinton avait des intérêts persos sur place, et ce pillage continue encore aujourd'hui. Bref, depuis 1915, les USA n'ont jamais desserré leur étau sur l'île. Surtout qu'en parallèle, il y avait des tensions interethniques entre les mulâtres et les noirs. Et au fil des années, elles se sont intensifiées, alimentées par les injustices commises par la puissance occupante, les USA. Par conséquent, les coups d'État se sont succédés et même que 4 présidents furent assassinés. Le dernier en date remonte à il n'y a pas si longtemps que ça en fait. C'était en 2021 avec l'assassinat de Jovenel Moïse. On reviendra dessus plus tard. Évidemment, il va sans dire que la classe politique et les institutions publiques haïtiennes sont extrêmement corrompues. Comment l'assassinat du président d'Haïti fait suite à des années de conflits et d'impasses. Le pays, libéré par les esclaves des seigneurs coloniaux français il y a plus de 200 ans, s'est débattu contre un héritage de corruption, de violence et de paralysie politique. Mais c'est surtout ces 60 dernières années que le cycle de la violence s'est réellement accéléré. En 1958, le dictateur haïtien François Duvalier a créé la milice des Tontons Macoutes pour renforcer l'emprise du dictateur sur le pays tout en réduisant l'influence de l'armée régulière. Alors, quel intérêt pour lui de museler l'armée? En fait, l'armée avait été entraînée par les États-Unis sous leur occupation. Elle n'était donc pas particulièrement loyale à Duvalier. Quand son fils Jean-Claude Duvalier fut renversé, la milice des Tontons Macoutes fut dissoute, laissant derrière elle un vide. Dans la foulée, les gangs et les milices paramilitaires se sont très rapidement multipliés. En gros, ça s'est passé comme au Mexique, où les cartels ont recruté plein d'anciens militaires et de policiers. Les ex-membres des Tontons Macoutes ont juste changé d'allégeance et ont intégré de nouvelles organisations. Mais c'est dans les années 90 que les choses ont réellement empiré. En fait, en 91, l'armée a renversé le président de l'époque, Jean-Bertrand Aristide. 3 ans plus tard, en 94, celui-ci parvint, grâce au soutien de Washington, à revenir au pouvoir. Bref, en 95, en guise de vengeance, le président Aristide décide de dissoudre les forces armées. Et tout comme les Tontons Macoutes, les soldats désœuvrés ont proposé leur service aux plus offrants. Ça, ou alors ils ont carrément créé leur propre milice paramilitaire. Or, ces organisations ont collaboré avec différentes factions politiques. Même le président Aristide, celui-là même qui avait dissous l'armée, avait sa propre garde prétorienne, les Chimères, qui s'en prenaient à l'opposition pour faire taire les voix dissidentes. Et ça a duré jusqu'en 2004, quand il fut renversé pour la seconde fois par une organisation paramilitaire qu'on appelait l'armée cannibale. Depuis, Haïti est devenu un champ de bataille permanent entre les gangs, les syndicats du crime et les milices paramilitaires qui cherchent tous à imposer leurs lois. Donc forcément, entre la misère, les inégalités sociales, la corruption, les tensions interethniques, l'ultraviolence et la lutte pour le pouvoir des différentes organisations criminelles, c'est pas vraiment étonnant de lire des titres comme celui-ci. Haïti, l'ONU sonne l'alerte sur la famine catastrophique. Dans un pays d'à peine 12 millions d'habitants,
Près de 5 millions d'Haïtiens sont au bord de la famine et parmi eux, plus de la moitié sont des enfants. À tout ça, faut aussi ajouter l'épidémie de choléra qui frappe le pays et qui a causé plus de 1000 morts sur 70 000 cas. En plus, Haïti ne s'est jamais vraiment remis du séisme de 2010 qui avait fait plus de 230 000 morts et qui avait dévasté le pays. Aujourd'hui encore, les autorités haïtiennes ne sont pas parvenues à réparer la majorité des infrastructures et des dizaines de milliers de personnes vivent encore dans des conditions indignes. Et de surcroît, pour rajouter du drame au drame, tous les ans, des ouragans ravagent les bidonvilles, les maigres récoltes agricoles et tuent des centaines d'Haïtiens. La situation est critique et à situation désespérée, mesure désespérée. Une voie sans issue. La véritable bascule, elle a lieu en 2021, avec des niveaux de violence et de criminalité qui n'avaient jamais été vus depuis la dictature de Duvalier. Et l'événement déclencheur, l'assassinat de Jovenel Moïse. Sauf que derrière son apparente bonhomie, Jovenel Moïse était impliqué dans un réseau de corruption qui a fini par lui péter à la gueule. Il a notamment été impliqué dans un scandale de détournement de fonds du programme Petrocaribe parrainé par le Venezuela. Ces fonds étaient censés subventionner la vente de pétrole dans la région et financer des projets d'infrastructure. Bref, le 7 février 2021, une fois que son mandat présidentiel s'est achevé, plutôt que de passer la main et d'organiser de nouvelles élections, Jovenel Moïse décide de se maintenir au pouvoir. Sauf qu'en juillet de la même année, il est assassiné par un commando de mercenaires colombiens. Aujourd'hui, on ignore encore les raisons précises et les commanditaires derrière cet assassinat. On sait juste que 2 des tueurs à gages étaient des informateurs de la DEA et que plusieurs des membres de l'équipe avaient été formés par l'armée états-unienne. Évidemment, il y a plusieurs hypothèses crédibles pour expliquer cet attentat, mais la plus probable, c'est que c'était pour empêcher la publication par le gouvernement d'une liste de narcotrafiquants. Bref, le résultat, c'est qu'après l'assassinat de Jovenel Moïse, la présidence était vacante. C'est donc un neurochirurgien, Ariel Henry, Premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui a endossé le rôle de président par intérim. Or, depuis le premier jour de son investiture et tout au long de son mandat, Ariel Henry faisait face à une véritable fronde politique. Très impopulaire, une grande partie des Haïtiens le percevaient comme un président illégitime, ce qu'il était en quelque sorte puisqu'il n'a jamais été élu. En vrai, ça se comprend. Comme le mandat présidentiel de Jovenel Moïse avait déjà expiré lors de son assassinat, Ariel Henry aurait dû organiser de nouvelles élections dès son arrivée au pouvoir. Mais celui-ci a finalement renoncé en rompant la promesse qu'il avait faite d'annoncer une date pour les élections avant la fin de l'année 2022. Après, pour être honnête, même si les délais annoncés avaient déjà expiré, les conditions pour qu'un scrutin présidentiel ait lieu dans le calme n'étaient mais alors pas du tout réunies. Haïti sans représentants élus au gouvernement alors qu'elle fonce vers l'anarchie. Les 10 derniers sénateurs restants quittent leurs fonctions avec des gangs contrôlant une grande partie de la capitale, une crise de la malnutrition et une épidémie de choléra. En plus du refus d'Ariel Henry de quitter le pouvoir, ce qui constitue une crise démocratique en soi, les sénateurs et les députés ont quant à eux quitté leur poste. Ils l'ont pas fait en signe de protestation politique ou quoi que ce soit de similaire, mais tout simplement parce qu'ils étaient arrivés au terme de leur mandat. La vacance de pouvoir était si bordélique que même les gangs en sont arrivés à réclamer des élections. Mais l'ex-président par intérim Ariel Henry avait décidé de les ignorer. Depuis, la spirale de violence s'est accélérée. Entre 2018 et 2022, le taux d'homicide a pratiquement triplé pour atteindre la barre des 20 homicides pour 100 000 habitants. Haïti est devenu l'un des pays les plus dangereux au monde. Les gangs font régner la peur et ont décidé de prendre le pouvoir que leurs partenaires politiques refusent de légitimer par les urnes. On estime que 80% de la capitale Port-au-Prince est actuellement sous contrôle des gangs. Les gangs haïtiens se nourrissent du trafic de drogue, de la traite d'êtres humains et de la contrebande d'armes illégales. Ils ont carrément formé une coalition, les G9, pour parvenir à prendre le contrôle de la capitale. Et ils sont astucieux. Ils se sont d'abord attaqués à la baie de Port-au-Prince, qui est le point névralgique de l'économie haïtienne. Ils ont d'ailleurs aussi pris l'aéroport, empêchant ainsi l'ex-président par intérim Ariel Henry de revenir de sa tournée au Kenya. Bloqué à l'étranger, il a par conséquent été forcé de démissionner. Sauf que les gangs, ils ont poussé le vice encore plus loin. Ils se sont emparés du principal terminal pétrolier du pays, le terminal de Vareux. Donc, pour avoir de l'essence
ou faire fonctionner la centrale thermique, l'État et les civils doivent payer une redevance aux gangs. Pour récapituler, les gangs sont au pouvoir, la violence est extrêmement élevée, la corruption est partout, une épidémie de choléra est en train de sévir, le revenu par habitant est de loin le plus bas de toutes les Amériques, les institutions politiques ne fonctionnent plus et il y a juste plus de président. Haïti est au bord du précipice. C'est ce qui explique pourquoi, lorsqu'il était encore président par intérim, Ariel Henry avait pris cette décision. Le gouvernement haïtien demande une assistance militaire internationale. La situation est tellement hors de contrôle que le gouvernement haïtien a décidé de déléguer la mission d'ordre public et a fait appel à la communauté internationale. Chapitre suivant. SOS, Haïti en détresse. Alors, quel est le premier pays concerné? Mais les États-Unis, et c'est normal vu qu'ils sont la principale puissance régionale et que ce sont eux qui décident de tout dans le pays depuis des décennies. Mais est-ce que Washington va accepter? Eh ben, c'est pas dit. Déployer des troupes pour reprendre le contrôle de la capitale, puis du reste du pays, neutraliser les gangs et le trafic de drogue, ça risque de leur coûter bonbon aux Yankees. En vrai, personne ne croit à une intervention des USA, surtout à l'approche des prochaines présidentielles dans quelques mois. Du coup, la Maison-Blanche a refilé la patate chaude à Ottawa, la capitale du Canada, qui a refusé à son tour de s'en occuper. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a indiqué qu'il organiserait une intervention qu'à condition qu'il y ait un consensus politique sur la question. Évidemment, c'est impossible et il le sait. Ce sont des paroles creuses. Alors, qui d'autre? L'ONU? Eh bah, c'est pareil en fait. Depuis leur mission de stabilisation, les casques bleus sont plus vraiment les bienvenus en Haïti. On les avait accusés de viol, d'exécution extrajudiciaire et surtout d'avoir introduit l'épidémie de choléra en 2010. Et dans certains cas, les accusations étaient tout à fait fondées. La communauté internationale a été tout sauf irréprochable en Haïti. Le scandale Oxfam en Haïti, symbole de l'impunité des ONG face à un État faible. Bref, l'ONU est pas franchement emballée par l'idée de retourner en Haïti pour une mission de maintien de la paix. Du coup, la contre-proposition des Nations Unies, c'est qu'une autre puissance régionale se substitue à l'ONU ou aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis mexicains. Vous vous y attendiez pas, hein? En soi, c'est logique. Ça fait des années que le pays affronte une violence endémique à cause des cartels et du narcotrafic. Et puis, ça arrangerait bien Ciudad de México, la capitale, parce que ça permettrait de ralentir en amont les flux de migration des Haïtiens qui fuient leur pays en tentant d'aller aux États-Unis et qui passent par le Mexique. Le truc, c'est que, à l'heure actuelle, ça bloque côté autorités mexicaines. Faut dire qu'ils ont déjà la coupe pleine avec leurs propres problèmes sécuritaires. Il y avait aussi le Kenya qui était un sérieux candidat pour envoyer une force pour rétablir l'ordre. Mais, comme on l'a vu tout à l'heure, ils ont provisoirement suspendu leur proposition tant qu'il n'y a pas de leadership politique en Haïti. Donc, qu'est-ce qu'il se passe maintenant? Haïti est-elle condamnée à tomber entre les mains des gangs? Et non, les autorités haïtiennes se sont tournées vers un autre champion régional dans la lutte contre le crime organisé, El Salvador. Du Bukele tout craché. Pendant des années, El Salvador, un tout petit pays d'Amérique latine, a été l'endroit le plus dangereux de la planète. Sauf que depuis l'arrivée du président Bukele, tout juste réélu il y a quelques semaines, le Salvador a réussi à vaincre l'insécurité. Or, il y a pas mal d'états latino-américains, comme l'Équateur ou Haïti, qui font face à une vague de violence incontrôlable et qui voient leur salvation dans cette approche ultra répressive. L'Amérique latine menacée par la boukélisation, la nouvelle dérive autoritaire répressive venant du Salvador. Sauf qu'en vrai, le bilan du président Nayib Bukele au Salvador est très controversé. C'est vrai que d'une part, il a libéré le pays du fléau des maras, ces gangs ultra-violents qui avaient fait du Salvador le pays le plus dangereux au monde. Mais de l'autre côté, il a complètement démantelé l'état de droit, la constitution, la séparation des pouvoirs et les droits fondamentaux. Quoi qu'il en soit, le gars est adulé dans toute l'Amérique latine grâce à son plan de contrôle territorial qui lui a permis d'enfermer des dizaines de milliers de personnes suspectées d'appartenir aux gangs et des milliers d'innocents au passage. Il a aussi équipé la police nationale et l'armée d'équipements dernier cri et fait sauter tout plein de contraintes pour leur faciliter le boulot. Pour ce faire, il a décrété l'état d'urgence qui prévoit une suspension des droits fondamentaux, les télécommunications ne sont plus privées, le droit à la défense est très peu respecté, il n'y a plus de presse indépendante
indépendante, etc., etc. Mais du coup, le résultat, c'est que des dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées sans mandat et les périodes de détention préventive peuvent aller jusqu'à 2 ans dans certains cas, sans procès ou même sans avoir accès à un avocat. Et les peines sont tout aussi lourdes, 15 ans de prison pour un graffiti ou un tatouage qui fait allusion à un gang. Rationnement alimentaire, un repas par jour à la place de 3, confiscation des matelas, travail forcé dans certains cas et surtout muselage de la presse. Le truc, c'est que l'impact de cette politique ultra répressive sur la sécurité du pays est indéniable. Alors même si le taux d'insécurité baisse depuis 2016, alors que Bukele n'est arrivé au pouvoir qu'en 2019, c'est vrai que le nombre d'homicides a drastiquement baissé depuis l'adoption de cette politique de la main de fer, au prix de la présomption d'innocence et des garanties prévues par la Constitution. Et pour revenir à Haïti, l'ex-président Ariel Moïse était très intéressé par la stratégie de lutte anti-gang du président Bukele. Surtout que l'État haïtien s'est jamais trop inquiété non plus du respect des droits de l'homme. Du coup, il comptait reproduire la même chose à Haïti. Haïti va mobiliser les forces armées contre les gangs. Est-ce que ça a marché? Pas vraiment, vu que les forces armées perdent du terrain et que les gangs contrôlent toujours plus de territoire. Mais en même temps, c'est sûr qu'ils ont plus rien à perdre vu le niveau de violence extrême qui affecte la population civile. Mais le risque que le conflit dégénère est pris très au sérieux. Si la population riposte, on peut s'attendre à des morts par milliers. Haïti, une douzaine de membres présumés d'un gang lapidé et brûlés vifs par des habitants. N'empêche que la première victime ici, c'est l'état de droit. Les droits de l'homme, la liberté de la presse, une justice indépendante, tout ça, ça risque de sauter comme ça l'a fait au Salvador. Reste à savoir si c'est le juste prix à payer pour plus de sécurité. Mais est-ce que Haïti a réellement les capacités de ses ambitions? Est-ce que sa police, son armée et son système judiciaire sont assez solides pour démanteler les gangs? Mais déjà, on va regarder un tableau comparatif. Alors que le Salvador compte 6 300 000 habitants, Haïti en compte presque le double, 11 500 000. Avec une population presque 2 fois plus nombreuse, les effectifs de police haïtienne ne représentent qu'un tiers de la police salvadorienne. L'armée salvadorienne compte quant à elle jusqu'à 10 fois plus de soldats que l'armée haïtienne et la capacité carcérale du Salvador est beaucoup plus importante. Alors pourquoi est-ce que le Salvador a autant de places en prison? Mais c'est surtout grâce à cet épisode. Le Salvador a ouvert sa méga prison. Elle peut accueillir jusqu'à 40 000 prisonniers et c'est la plus grande prison d'Amérique. Elle sera entièrement dédiée aux membres des gangs crapuleux qui terrorisent la population depuis plus de 20 ans. Bref, la méthode Bukele a ses limites et c'est pas dit que les autorités haïtiennes parviennent à appliquer cette approche ultra répressive même si elles l'essayaient. Ils vont avoir besoin d'aide. Ce qui est marrant, c'est que Bukele en personne leur a proposé d'intervenir. On peut régler ça, mais on aura besoin d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, du consentement du pays hôte et que tous les frais de mission soient couverts. Nayib Bukele, président du Salvador, sur X. Pour l'heure, pas de réponse. Et en même temps, ni l'armée salvadorienne ni la police kenyane ne parlent français ou créole, donc pas facile. Ok, on passe au chapitre suivant. Et maintenant, on fait quoi ? Haïti est dans la galère, clairement. Le pire, c'est que les gangs sont devenus tellement puissants qu'on n'exagère pas quand on dit qu'ils tiennent le pays. Ils décident de tout, même du retour, ou non en l'occurrence, du président. Ils l'ont même forcé à démissionner. Aujourd'hui, le chef de gang le plus connu, c'est ce gars-là. Qui est Jimmy Barbecue Cherizier, l'homme qui sème le chaos en Haïti. Ancien policier reconverti en chef de gang, Jimmy Cherizier, 47 ans, a revendiqué être à l'origine des différentes attaques qui ont secoué Haïti ces dernières semaines. Après avoir poussé le Premier ministre Ariel Henry vers la sortie, il réclame désormais une nouvelle indépendance pour son pays. D'ailleurs, c'est lui qui dirige le syndicat du crime dont on vous parlait tout à l'heure, le G9 à Port-au-Prince. Mais d'autres chefs de gang cherchent eux aussi à s'accaparer une partie du pouvoir. Une fois de plus, on constate à quel point la misère a coupé les ailes à un pays pourtant promis à un bel avenir. Ce qui est curieux dans toute cette histoire, c'est qu'entre 2019 et 2021, Haïti a reçu près de 2,5 milliards de dollars d'aide internationale, mais qui visiblement n'ont servi à rien. Bon, est-ce que c'est vraiment étonnant? D'après l'ONG Transparency International, Haïti est le 9e état le plus corrompu au monde. Le cas haïtien semble désespéré. Or, Haïti a beaucoup misé sur son contentieux avec l'État français pour remplir ses caisses. En fait, l'île a formulé une demande de compensation pour le trop perçu et la faute morale autour de la dette haïtienne. Mais en explorant cette voie, les autorités haïtiennes se bercent un peu d'illusions. Déjà parce que la France n'a pas prévu de compenser Haïti financièrement, mais aussi à cause
du rapport élaboré en 2004 par Régis Debray. Celui-ci souligne que les USA ont beaucoup contribué à alimenter la rancœur anti-française en Haïti, qui est tout à fait légitime en passant, et tout ça pour faire oublier leur propre responsabilité dans l'appauvrissement du pays. La France ne peut donc tout simplement pas envisager de compenser Haïti, ne serait-ce que parce qu'il est tout bonnement impossible de déterminer qui des USA ou de la France est responsable de combien. Ok, affaire pliée, maintenant à ton tour. À ton avis, est-ce que les gangs vont finir par céder du terrain et autoriser l'organisation de nouvelles élections? Est-ce qu'on va finir par voir des forces de sécurité mexicaines, salvadoriennes ou kenyanes débarquer en Haïti? Est-ce que les USA devraient intervenir? Et surtout, est-ce que la méthode Bukele pourrait marcher sur les gangs haïtiens? Dis-nous ton avis dans les commentaires. Si t'as aimé cette vidéo, like, partage et abonne-toi. Nous, on te dit à très vite pour plus d'actu internationales. Tchuss!